à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission Santé Mag. Actualité oblige, on parle dans ce premier numéro de diphtérie et de paludisme. Ces deux maladies infectieuses apparues récemment dans certaines wilayas de l'extrême sud du pays. L'Algérie a été, rappelons-le, certifiée exempte du paludisme par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et très souvent citée comme un exemple dans la lutte acharnée contre les maladies transmissibles. Une commission médicale a été dépêchée sur ordre du président de la République dans les wilayas concernés, notamment Ngizem, Tamarasset et Bourj Badji Mokhtar, et ce, afin d'assurer une prise en charge rapide de la situation. Des mesures d'urgence ont été prises également, notamment l'envoi de médicaments antipaludéens, des vaccins et des sérums antidiphtériques. Une campagne de vaccination généralisée dans les wilayas affectés a été également lancée. Voilà en gros le tableau qu'on peut dresser ce soir de la situation. Avec moi pour en parler justement, mes invités, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Dr Hamadi Samia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la prévention et de lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Smati Leila. Vous êtes pédiatre. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle également que vous êtes coordinatrice du comité consultatif de vaccination. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Achour Nassima. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infectiologue, chef de service à l'hôpital Al-Qattar. Alors on parle ce soir d'un sujet d'actualité qui a fait beaucoup parler, notamment au niveau des réseaux sociaux. On est là donc pour essayer de donner la bonne information, n'est-ce pas, docteur Hamadi? On a parlé en tout cas d'à peu près de 1000 contaminations. Le chiffre, on n'a pas de chiffre encore du nombre de décès, mais on parle de plusieurs dizaines. C'est beaucoup, hein, docteur Hamadi, pour un pays comme l'Algérie, un pays, comme je disais en préambule, engagé depuis des décennies dans la lutte contre les maladies transmissibles. Oui, merci pour l'émission déjà, mais est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup de cas, c'est effrayant? Non. Et effectivement, c'est une situation, je dirais, extraordinaire, le fait ou inhabituel, parce que exceptionnel, et pour dire que nous vivons deux épidémies en même temps. Mais c'est, comme vous le savez, pour le paludisme, c'est cyclique. C'était attendu, peut-être pas autant, mais par rapport à l'année passée. Mais nous avons déjà enregistré plus de cas que cette année, en 2020, si vous vous rappelez. Donc, je dirais que c'est une situation, effectivement, qui fait parler d'elle-même. Mais elle est maîtrisée, donc on a pris toutes les mesures pour y faire face. Oui, absolument. Alors actuellement, pour les nombres de contaminations, ils sont sous contrôle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la courbe, par exemple, des contaminations? Elle est ascendante ou plutôt je dirais elle a tendance à se lisser? Je dirais stable. Et parfois, même dans quelques localités, elle est en diminution. Vous savez que par rapport au paludisme, c'est en général le pic, il est enregistré en fin mois de septembre. Et je pense on a déjà enregistré le pic par jour, hein, le nombre de cas par jour. Et maintenant, on espère en tout cas que ça va se stabiliser, voire diminuer et arrêter la propagation de ce parasite. Oui. Alors pour le paludisme, on a compris, il s'agit d'une épidémie saisonnière. Hein, apparemment, oui, voilà, c'est quelque chose de cyclique à laquelle on est habitué. Et pour la diphtérie, peut-être que c'est un peu plus exceptionnel, hein, professeur Smati, d'autant qu'on parle de décès quand même, hein, dû à la diphtérie. Est-ce que c'est normal dans un pays comme l'Algérie, encore une fois, qui a fait beaucoup, un énorme travail, vous-même, vous y participez, un énorme travail sur la vaccination contre la diphtérie et autres maladies transmissibles? À l'inverse, oui, merci. À l'inverse du paludisme, c'est quand même une maladie pour laquelle on a un vaccin qui est inscrit dans le calendrier depuis 1969. Parmi les premières vaccinations inscrites dans le monde, c'est celle-là. Dans l'histoire de la vaccination, depuis qu'il y a eu le programme élargi de vaccination, il n'y a pas eu meilleur résultat que la baisse de la diphtérie pour faire vraiment donner un écho de l'efficacité de la prévention par la vaccination, puisque en 20 ans, 90% des cas mondiaux ont diminué, et l'Algérie aussi a un exemple, puisque on n'avait plus de cas du tout jusqu'en 2007, on n'avait pas de cas, et le premier cas qui a repris, c'était en 2019. Et on sait, ça a disparu
diminué de 90% grâce à l'effort de vaccination, et ça reprend parce que la vaccination a baissé. Donc l'effort, si on veut régler ce problème qui est totalement, qui rentre dans le cadre des préventions et des maladies à prévention vaccinale, reprenons un petit peu notre bâton de pèlerin et réactivons les processus et rétablissons l'objectif de 90% de vaccination. Oui. Voilà en résumé pour la prévention de la diphtérie. Je vais peut-être tendre la perche justement à Dr Smati, pour parler à Dr plutôt Hamadi, pardon, pour parler justement de la vaccination. Est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui quand même que nos populations nomades, parce qu'on a beaucoup parlé de cela, c'est ceux qui ont été le plus affectés par ces contaminations, ne sont pas suffisamment vaccinés aujourd'hui? Oui, mais il faut dire aussi que ce n'est pas spécialement des nomades, je veux dire, algériens, mais beaucoup plus une population mobile. Donc, parce que le ministère de la Santé ou l'Algérie qui est engagé dans l'accès universel pour les médicaments, c'est gratuit aussi bien pour les vaccins que pour les médicaments. Donc là, quand on regarde ces personnes-là qui sont mobiles, comme leur nom l'indique, mais c'est aussi de se dire, c'est vrai qu'il y a eu la Covid, il y a eu une baisse de vigilance par rapport à la vaccination, comme elle l'a si bien précisé, professeur Smati, mais je dirais que ce n'est pas... c'est par rapport à cette baisse de vigilance par rapport à la Covid, mais c'est parce que peut-être qu'on ne voyait plus aussi les maladies d'autrefois. Et donc, du coup, on ne se sent pas concerné par la vaccination. Mais ce n'est pas tout le monde, parce que les autres cherchent leur vaccin, ils respectent, et vous-même, vous avez dit que vous respectez. Absolument. Et vous continuez à suivre la vaccination de vos enfants. Mais dans cette population, parce que parfois ils sont pas là au moment où il y a où ils devaient, enfin ils sont pas stables. Mais il faut dire une chose, que l'Algérie, elle engage des équipes mobiles pour la vaccination. Et chaque année, juste pour vous donner une idée, par exemple l'année passée, nous avons organisé 2 campagnes de rattrapage. Donc on le fait particulièrement dans les wilayas du sud, dans les zones éparses, et aussi une dernière campagne qui a eu lieu au mois de mai et qui a été prolongée particulièrement dans ces zones jusqu'au 15 juin. Donc, je veux dire qu'on fait tous les efforts pour essayer de rattraper et d'atteindre l'objectif assigné pour la vaccination, 90%. Là aussi, de ces manières, au moment où on parle, d'ailleurs, il y a eu une campagne de vaccination et des vaccins qui ont été envoyés sur place. Quel est l'impact, justement, de cette vaccination dans les régions touchées par cette épidémie? Alors, on espère que les gens vont quand même comprendre que celui qui est malade, on va le traiter, lui faire les antibiotiques et le sérum antidiphtérique, pour parler de la diphtérie, et celui qui n'est pas été, dont on sait qu'il est dans la région, et c'est ce qu'il faut faire comme première mesure, voir l'état de vaccination et de protection, et selon le calendrier, parce que ça c'est très dépendant du calendrier de chaque pays, de l'âge, des formulations vaccinales qu'on a, parce que les schémas sont multiples, ils sont aussi nombreux qu'il n'y a de présentations vaccinales qui existent, et on les a chez nous, de pouvoir proposer un schéma pour les mettre à l'abri justement de cette maladie, parce que quand on a le vaccin, on peut avoir la bactérie, on peut avoir une forme mineure, on peut porter et c'est-à-dire transmettre, mais on ne fera pas la forme toxinique, c'est-à-dire la forme où la bactérie va aller dans les tissus et va occasionner ces formes qui sont à l'origine de cette épidémie. Oui, professeur Achour, on est clairement devant 2 maladies mortelles, des tueuses, même si on a peut-être perdu ça un peu de vue parce que on n'a plus beaucoup de contamination, on est vacciné contre la diphtérie. Mais encore faut-il le rappeler, on sait aujourd'hui que les régions limitrophes, comme les régions justement de Tinzaouatine et Timiaouine, sont des régions exposées et vulnérables vu le mouvement des populations. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Absolument. Et la proximité aussi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui justement pour renforcer notre système de santé, renforcer la riposte et la prévention? Alors c'est se baser essentiellement, il faut savoir que pour le paludisme, la région a eu ce taux un peu élevé parce que des conditions
été favorable pour. Il y a eu des inondations, mais ce qui est bien, le paludisme est une maladie qui est transmise par une anophèle, un moustique dans l'anophèle femelle. C'est elle qui a transmis. Le risque n'est pas si conséquent, sauf s'il y a un retard à la prise en charge. Sont plus à risque les enfants, les femmes enceintes et les adultes d'un certain âge. Tandis que la diphtérie, il faut se rappeler quelque chose qui est très important, c'est une maladie hautement contagieuse. Et quand on parle de ces régions limitrophes avec des pays où ces pathologies sont en nombre élevé, de par des situations intérieures à ces pays, les populations, les déplacements de ces populations se fait systématiquement parce qu'il y a peut-être un manque de visibilité concernant la vaccination, un manque de moyens, donc qui remontent vers le nord, donc ils reviennent chez nous. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des chiffres élevés et la vaccination est assurée, la prise en charge est assurée. Il faut savoir, comme elle l'a dit Madame Hamadi, l'Algérie offre une gratuité dans tout ce qui concerne les soins, quelle que soit la nationalité, il n'y a pas de distinguo pour nous. Pour les mesures préventives, nous avons aussi bien des mesures individuelles que des mesures générales. Mais le plus important pour les mesures préventives, nous restons sur un fait qu'on demande que pour le paludisme, ces personnes ne doivent pas sortir le soir parce qu'avec les inondations, il y a eu des retenues d'eau, il y a eu des petits ruisseaux qui se sont constitués. Donc, et dans ces retenues, avec la région, le temps, le climat, ce qui fait qu'il y a des larves qui sont en train de se multiplier. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a cette possibilité au niveau de ces étangs, c'est qu'on ne peut pas les assécher tous, c'est qu'on a recours à un petit poisson qui s'appelle le gambousia, c'est bien ça, qui consomme ces petites larves. Donc ça va permettre, et c'est quelque chose qui se fait chez nous, donc ça va permettre de réduire, voire de faire disparaître ce nombre de larves donc, automatiquement, on va réduire, on va faire baisser de l'incidence de ce risque. Oui. Mais la diphtérie, elle est contagieuse. Donc, il faut prendre très au sérieux, et c'est chose qui est faite. Donc, il faut vérifier les vaccinations. Et comme ce sont, vous l'avez si bien dit, des populations qui se déplacent, donc leur couverture n'est pas toujours faite, donc il faut la mettre à jour. Maintenant, s'ils ont des signes, ils présentent des signes, il y a une thérapeutique, il y a une sérothérapie. On va revenir sur ça, on va revenir tout à l'heure sur justement la prise en charge. Une autre question peut-être que les gens qui nous regardent peuvent se poser aussi, est-ce qu'il y a un risque que l'épidémie se déplace ou qu'il y ait un risque sur d'autres villes par exemple? Alors, avec tous les moyens qui viennent d'être mis pour les régions qui sont les plus touchées, c'est-à-dire vraiment aux frontières, si Timinouawin et Tizawatin, l'idéal c'est d'arriver à avoir un plan d'action pour les contenir à cette région. Ils ne doivent pas sortir, ils ne doivent pas dépasser. Ça, c'est notre premier objectif. Maintenant, ce qui est bien, c'est que dans cette région, on vaccine, on prend en charge. Tout en sachant, on le fait de même jusqu'à Tamanrasset, on assure toute la couverture vaccinale parce qu'il y a des déplacements. Il y a des fois des gens qui sortent du maillon, qui arrivent à se déplacer. Voilà. D'accord. Oui, docteur Hamadi. Pardon. Juste pour dire, toutes les mesures ont été prises. Vous savez que nous disposons d'un plan de prévention et de lutte contre le paludisme d'importation, mais de prévention de la réintroduction du paludisme. Donc, on a toutes les procédures. Les équipes du Sud sont formées pour. Ils maîtrisent, ils savent comment faire face. Donc, aussi bien, ils savent très bien pendant cette période. Donc, on a le dépistage actif. Donc, on essaye de dépister rapidement et d'essayer, s'il y a des cas, donc de faire la surveillance entomologique, s'il y a un foyer, donc une enquête autour du cas et prendre en charge rapidement les cas. Maintenant, c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est au niveau de ces wilayas jeunes, je dirais, où les équipes sont aussi jeunes et donc quand il y a beaucoup de cas, parce que quand on revient c'est ce qu'on dit, ils ont été submergés, en fait, ils n'ont pas l'habitude de ce flux de malades. Et ce n'est pas des structures qui sont robustes, comme c'est pas comme
comme à Tamaracet, par exemple, où elle a fait face, je vous ai dit, l'année 2020, on a eu beaucoup de cas, mais tout a été maîtrisé. D'autant plus que je pense qu'il y a des situations qui ont fait que la situation sécuritaire qui a fait, plus les pluies, fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Mais c'est-à-dire que toutes les mesures ont été prises pour ça. Aussi bien pour la vaccination contre la diphtérie, par la mise à disposition des sérums et des vaccins, le renforcement des équipes, équipes locales. Il y a eu des équipes qui se sont déplacées d'Alger. Et il y a des équipes qui se sont déplacées, et des équipes aussi qui viennent des wilayas limitrophes, mais aussi, il faut se dire qu'il y a aussi bien le vaccin que le médicament et ils sont disponibles. On va voir ça Voilà. justement dans le reportage. Vous me tendez la perche. Mesdames, je vous propose de regarder un reportage qui revient sur les médicaments justement et les vaccins qui ont été envoyés sur place. C'est un reportage signé Lina Lerari. Regardez. Un autre avion relevant de l'armée nationale populaire et transportant une cargaison de médicaments, de vaccins ainsi qu'une équipe médicale spécialisée en épidémiologie a atterri à l'aéroport d'Engzam. Objectif, appuyer les équipes médicales présentes sur place dans leur lutte contre la diphtérie et le paludisme. Jusqu'à présent, 4 avions transportant des équipes médicales, des médicaments, des équipements et des fournitures sont arrivés à Engzam. Le dernier est arrivé hier soir avec à son bord 15 médecins de la protection civile, 9 infirmiers et une équipe médicale du ministère de la Santé incluant 10 médecins spécialistes dans divers domaines. Notre équipe, composée de médecins et de laborantins, est présente dans la wilaya de Engzam pour apporter de l'aide aux citoyens touchés par cette épidémie de diphtérie et de paludisme. Nous avons apporté avec nous des équipements de l'Institut Pasteur, des réfrigérateurs pharmaceutiques ainsi que des médicaments, des sérums et des vaccins afin d'aider les personnes malades. Dès son arrivée, la délégation s'est directement dirigée vers la commune de Tin Zawatin pour prendre en charge les malades avant de faire le tour de l'ensemble des communes de la wilaya d'Engzam. Nous sommes reconnaissants envers le président de la République. C'est suite à ces instructions que les équipes médicales n'ont cessé d'affluer vers les zones touchées afin de nous aider à éradiquer cette épidémie. Nous remercions le président de la République ainsi que le wali d'Engzam pour leur soutien durant cette crise sanitaire. C'est grâce à leurs efforts que des convois comprenant des équipes de la protection civile, des médecins, des infirmiers ainsi que des cargaisons de médicaments ont été dépêchés ici. D'importantes ressources matérielles et humaines ont été mobilisées par les hautes autorités du pays afin d'assurer un accès complet aux soins, de protéger la population et contenir l'épidémie tout le long de la bande frontalière algérienne. Voilà, donc c'était un reportage qui revenait un peu sur les moyens qui ont été mobilisés pour lutter contre cette épidémie. Question pédagogique, professeur Achour, vous en avez touché un mot tout à l'heure, mais peut-être il est important de le rappeler. Le paludisme est une maladie endémique en Afrique, on est un pays africain, rappelons-le, parce qu'on a tendance peut-être à l'oublier. Mais ce n'est pas une maladie transmissible finalement, enfin contagieuse plutôt. Non. Du tout. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Il y a un vecteur qui la transmet. Donc, c'est l'anophèle femelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Algérie, nous n'avons plus de cas autochtones. Et ça, c'est très important. Et l'Algérie continue à travailler pour garder sa certification. Ce que nous avons, c'est des cas d'importation. Même les cas que nous recevons au nord, c'est des cas d'importation. C'est-à-dire, c'est des gens qui se sont rendus dans des pays où il y a un risque élevé de cette pathologie, qui se sont rendus sans penser à prendre des mesures préventives, qui sont la chimioprophylaxie, qui est une obligation. Nous avons différents schémas et fonction des zones où on se rend, il y a des thérapeutiques précises. Et là, il faut le dire, il faut le rappeler, toute personne qui se rend dans une zone à risque, quelle qu'elle soit la pathologie, il y a pour certaines pathologies des vaccinations, pour d'autres c'est une thérapeutique, elles doivent être entreprises. C'est très important et elles sont disponibles. Voilà.
Est-ce que le parasite, parce que là on dit que c'est un parasite importé, est-ce que le parasite importé peut devenir endémique de la région? Alors là, il y a toute une équipe qui est partie. Il faut qu'ils trouvent le gîte. Il est où? Et je vous ai dit, dans toute mare, C'est ça le risque, en fait. Là, ils vont mettre des gambousias qui vont ingurgiter ces Il y larves. a eu déjà, Voilà. en collaboration avec les autorités locales, il y a eu déjà très bien. assèchement des retenues, des retenues, petites oui. rivières Oui, qui oui. se sont constituées avec les inondations. Oui. Donc, toute eau stagnante a été prise en charge. Ça, c'est très important. Il ne faut pas laisser à ce vecteur la possibilité de se multiplier, que ce soit dans les petites infructuosités murales, dans les vieilles demeures et tout ça, d'où il y a les campagnes où on doit faire des campagnes d'insectisation dans ces régions et tout ce qui suit. Voilà. Oui. Alors pour la diphtérie, c'est différent. Il s'agit d'une maladie peut-être moins connue que le paludisme. On en parle peut-être un peu plus souvent du paludisme. La diphtérie est une maladie respiratoire, très contagieuse par contre. Oui, très contagieuse. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on rappelle, on est en train de parler de vaccins, d'antibiotiques, de sérum. Il faut rappeler le mode de transmission, c'est ça. C'est ça, Et voilà. Covid nous a appris quand même quelque chose. Il y a des mesures. Il faut qu'on revienne à Bien ces bonnes mesures. habitudes toutes simples. Mesures qui sont pour préventives de toutes base. les maladies à transmission air, les gouttelettes, de reprendre le masque, l'hygiène des mains, l'isolement de ces malades, parce qu'on est contagieux et qu'il faut avoir pris l'antibiotique simplement pour diminuer le nombre de bactéries et donc diminuer la contagion, parce que la contagion, c'est aussi un relais de et de transmission de cette épidémie. Donc tous les axes thérapeutiques doivent être mis là. Et donc cette contagiosité, elle peut être diminuée par d'abord le traitement et la prise en charge des cas, mais la vaccination, on est d'accord, elle ne s'adresse pas aux gens qui sont malades. C'est une mesure de prévention qui se fait Peut-être c'est autour l'occasion aussi des de gens rappeler aux gens malades. qui nous regardent, de faire leur rappel, parce que beaucoup de gens ne le font pas. Oui, et on rappelle Après le traitement. après le traitement, en Absolument. phase de convalescence, ou pour ceux qui ne sont pas malades et qui ne sont pas à jour, les mettre à jour. Il faut rappeler qu'en Algérie, dans le calendrier que nous avons, c'est la seule vaccination diphtérie, tétanos qui est obligatoire à partir de l'âge de 18 ans, tous les 10 ans, et qu'elle est inscrite dans l'arrêté. Et que donc, si quelqu'un dit, voilà comment je fais, etc., ça c'était déjà prévu. La forme d'été, elle est disponible. C'est vraiment un vaccin qui est disponible en multidose. Bon, il faut être 10, mais quand on est dans une mesure de prévention, on prend rendez-vous et on se présente ce jour-là. Donc, oui, c'est contagieux, mais le mode de transmission, il est la plupart du temps, mais pas exclusivement par voie aérienne. Il peut y avoir Il y a des d'autres formes modes. spontanées. Mais c'est celui qui est le plus Répondu, 98%. répandu et à l'origine de la transmission de la maladie. Absolument. Il faut rappeler juste que c'est encore un problème de santé publique dans le monde. La diphtérie touche quelque chose comme 300 millions de personnes dans le monde, avec 1 million de décès par an, ce qui n'est pas rien. On parle aussi de 30%. Alors, puisqu'il y a eu des décès, rappelons-le, et malheureusement, on déplore des décès de la diphtérie. À quel moment elle devient mortelle? Alors, tout le monde nous ne sommes pas tous égaux. Est-ce qu'on a un pourcentage, par exemple, des personnes qui risquent justement de décéder, même si lorsqu'on n'est pas vacciné? Alors, quand on n'est pas vacciné et qu'on a une charge bactérienne importante, qu'on a une forme toxinique, évidemment, tous les Corynebacterium diphtheriae, qui sont l'espèce qui donne un petit peu cette maladie, la diphtérie, ne sont pas tous des formes qui vont libérer la toxine, qui est cette substance qui va aller attaquer les tissus. C'est essentiellement le nez, la gorge, le larynx, les voies respiratoires, mais aussi le système nerveux et le cœur aussi. Et ce sont ces formes-là qui vont toucher ces tissus-là, qui vont être à l'origine de formes. Et en fonction de la charge toxinique qu'il y a, il va y avoir des dégâts. Et le terrain de la personne aussi va favoriser l'extension de cette maladie et donc la gravité potentielle et le risque de décès. Mais même quand on a cette forme-là, quand on sait qu'on a reconnu que c'était ça, dès qu'on a fait le prélèvement, il faut faire les mesures thérapeutiques qui sont disponibles, puisqu'on vient de le voir. Les mesures ont été envoyées et ça, c'est la personne qui est malade. Mais autour de la malade, il faut voir ce qui se passe autour pour diminuer la transmission en
diagnostiquant les cas qu'il y a autour, puisque c'est contagieux, mais surtout ceux qui ne sont pas malades, en les vaccinant pour pouvoir diminuer la transmission. Absolument. Il est très important de consulter très rapidement, professeur Achour, parce que là, quand on parle de décès, peut-être que ces personnes-là, justement, n'ont pas consulté très rapidement. Hein. Alors, vous savez, la diphtérie se compare à une course de haies. C'est des étapes. Si on en fait le diagnostic précocement, on a pris un bon départ, on passera les haies sans problème. Mais chaque haie, s'il y a eu un retard, est un obstacle, est une gravité. Et là, c'est une surveillance qui s'impose, même malades sous traitement, c'est des malades qu'on garde sous surveillance minimum 3 mois. On les fait sortir au bout d'un certain nombre de jours parce qu'on a eu des surprises d'avoir des morts subites. Sous traitement, ils nous font des myocardites et hop, on perd le malade. Quand on en a eu des épidémies autrefois, on passait de malade à malade et on arrive 4e, 5e, on nous dit hop, le 2e vient de décéder alors qu'on venait de le voir. Vous voyez ? Donc c'est une maladie qu'il faut réellement prendre en compte de par sa contagiosité et les formes gravissimes qu'elle peut présenter. Donc ça peut évoluer rapidement. Oui, il faut dire justement ce que vous disiez tout à l'heure, hein, professeur Smati, mais il est important de le rappeler, hein, que la diphtérie est l'exemple même hein, de la réussite de la vaccination, hein, quand on voit la courbe de l'impact épidémiologique de la vaccination sur cette maladie, qui est de l'ordre de quelque chose comme 99%, c'est incroyable. Hein. Oui, mais on a aussi d'autres chiffres actuellement, hein, que dans le monde, c'est 86% des enfants qui ont eu 3 doses. Parce que pour être protégé, il faut avoir 3 doses, c'est pas ça. une seule dose. Donc les gens qui font une dose et qui partent, leur enfant, il n'est pas protégé. Et il peut faire cette forme-là, il peut faire une forme toxinique et il peut faire une forme mortelle. Et puis la prévention, les enfants c'est surtout font partie aussi de la population vulnérable. C'est la population la plus vulnérable dans ces maladies. Et c'est celle-là qui est la cible de la vaccination. Hein. C'est celle-là. L'adulte, après, c'est des schémas. C'est des décisions d'un pays, la stratégie de vaccination, c'est une décision politique d'un pays en fonction de ses moyens, de son épidémiologie, des personnes qui sont vulnérables, on peut le faire ou ne pas le faire, mais nous, de toute façon, c'est inscrit dans le calendrier. Mais les petits, 86%, ça veut dire qu'il y en a 14% qui n'ont pas eu cette vaccination. Et pour éviter une épidémie, en fonction du risque que présente la bactérie de contagiosité qu'on a connu dans le COVID, avec la Covid, le R0, c'est-à-dire le taux d'attaque, dans ce taux d'attaque, pour la diphtérie, quand on met dans une formule et qu'on calcule, il faut que 90% des gens qui sont inscrits dans une population soient protégés. Et par protégés, on entend au minimum 3. Dans certains pays, il y en a 6 ou 7 doses. Ça dépend ce que le pays a inscrit comme nombre de doses de vaccins et de rappels secondaires, après les 3 premières doses qui sont incompressibles, 3, voire 4. Après ces doses-là, quand on a fait tout ce système-là de vaccination dans la population et qu'on a protégé 90%, même s'il y a des cas, parce que c'est une bactérie qu'on ne va pas éradiquer, qu'on ne va pas éliminer, qui est là, les formes toxiniques surviennent chez des gens non vaccinés ou incomplètement vaccinés. Donc ça, c'est une règle assez clair à dire aux gens. Est-ce qu'on fait assez de pédagogie? Vous pensez, docteur Hamadi, parce que quand on parle quand même de populations nomades, difficiles à atteindre, hein, est-ce qu'on fait suffisamment aujourd'hui de pédagogie et de sensibilisation au sujet de la vaccination, notamment pour ces populations? Faire assez... Peut-être. C'est jamais assez. C'est jamais assez. À partir du moment qu'on continue à enregistrer des cas, donc c'est que il faut renforcer quelque part la communication et la sensibilisation, des campagnes de sensibilisation envers ces populations. Vous savez, on est même arrivé à élaborer un guide dans une langue tergui et chamachak pour pouvoir sensibiliser cette population, c'est-à-dire aller parler dans leur langue. D'autant plus, comme vous le savez, nous avons le plan d'action autour du malade, on est vers la proximité, donc nous avons renforcé les équipes mobiles pour atteindre ces populations, et quand on se déplace, ce n'est pas seulement pour une consultation, pour une vaccination, mais c'est aussi, on saisit l'opportunité pour encore sensibiliser davantage et d'expliquer. Parce que si la personne ne le sait pas, donc forcément, elle ne pourra pas adhérer, elle ne pourra pas venir vers la structure. Donc, il faut
sensibiliser, Absolument. communiquer, il faut parler davantage pour Eh bien, on peut pas- on peut pas- c'est ce qu'on est en train de faire de toute Complètement, façon absolument. avec vous. Et je vais vous dire aussi dans notre plan, dans notre stratégie, notre plan d'action toujours, c'est que on fait la formation continue de nos médecins, de nos personnels, justement sur la vaccination et par rapport au paludisme, parce que vous le savez, il y a les pays, les wilayas du sud qui sont des wilayas à risque d'exposition. Donc, on fait des supervisions, on réactive chaque année le dispositif pour pouvoir faire des supervisions, des formations, on fait les bonnes pratiques, donc on essaye d'échanger avec les wilayas qui n'ont pas d'expérience, avec les wilayas qui ont de l'expérience, donc on essaye, mais c'est jamais assez, donc on doit continuer, on doit renforcer davantage. Absolument. Alors, comme on dit, hein, on ne peut pas dire qu'il y a du bon hein, dans des épidémies parce que ça fauche des vies, mais ça nous permet quand même de faire la lumière Tout à fait. sur nos faiblesses, absolument. Oui. Alors, question pédagogique, encore une fois, professeur Achour, est-ce qu'on peut revenir sur les tableaux cliniques des deux maladies pour rappeler aux gens qui nous regardent comment reconnaître Très simple. Alors, un paludisme ou une diphtérie? Le paludisme, d'abord, il faut être dans une région où il y a cette pathologie, c'est-à-dire une région endémique. Elle est présente. Alors la clinique est très simple. Nous, on va d'un principe, nous avons beaucoup de maladies transmissibles qui ont un maître symptôme qu'on appelle un syndrome pseudogrippal. C'est-à-dire c'est une altération de l'état, c'est une fatigabilité, c'est de la fièvre. Mais le paludisme, c'est une triade. C'est fièvre, frisson, sueur. Oui. Et cette triade, de la façon de laquelle elle va se présenter, c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie cyclique, elle est fonction des plasmodiums qui sont à l'origine. Nous en avons 5, le plus incriminé et à l'origine de tous ces problèmes, c'est le plasmodium falciparum. Donc lui, c'est une truc cyclique. Donc c'est toutes les 48 heures à 72 heures que nous avons ce cycle de fièvre, frisson, sueur. Donc il faut y penser. À cela, il n'y a pas uniquement ça. Nous avons une fatigabilité, nous pouvons avoir des maux de tête, nous pouvons avoir des troubles digestifs. C'est pour ça qu'on dit que c'est un tableau d'embarras gastrique qui fait évoquer beaucoup de pathologies. Et nous, le maître symptôme, quand on fait un interrogatoire, où vous êtes parti? C'est ça. Avez-vous pris une chimioprophylaxie ou non? Vous le voyez, quand on a des footballeurs, ils se rendent en Afrique, c'est une obligation de passer par un centre de vaccination pour qu'ils reçoivent leur chimiothérapie. Quand nous avons des missionnaires, il y a des gens qui se rendent, c'est une obligation. Il faut toujours se dire, si je sors du territoire, je dois me rendre dans un centre de vaccination. Nous faisons de même pour nos pèlerins. Quand ils vont à la Mecque, nous les protégeons, nous les vaccinons. Parce que là-bas, c'est un lieu de rencontre avec beaucoup d'autres populations où il y a un risque également d'éclosion de certaines pathologies. Donc vous voyez, il y a toujours une prophylaxie pour ces genres de personnes. Maintenant, dans le paludisme, qu'est-ce qu'on craint dans l'absolu quand on contracte un paludisme? Alors c'est le falciparum, c'est sa forme neurologique, c'est l'accès pernicieux. C'est celui qui est le plus conséquent. Ouais. Les autres formes, c'est des primo-invasions, c'est pas quelque chose de conséquent. Il y a une thérapeutique, il y a une prise en charge. C'est rapide, ça rentre dans l'ordre. Mais dans le falciparum, quand il y a un retard, c'est le risque d'évolution vers la forme avec atteinte neurologique, donc la gravité avec atteinte de différents organes, et il y a un risque de perdre le malade. Quand il n'y a pas de prise en charge rapidement dans une unité de soins intensifs. Absolument. Voilà. Pour la diphtérie, est-ce qu'on peut rappeler aussi les symptômes? Oui, c'est très simple. Pour la diphtérie, alors elle diffère. La diphtérie, il n'y a de la fièvre très marquée que dans les formes graves. C'est un fébricule. C'est une altération, pas vraiment, c'est, je dirais, une fatigabilité, c'est des adénopathies, mais il y a un maître symptôme, c'est à l'examen de la bouche qu'on regarde, il y a une présence de fausses membranes. Et elles ont un aspect typique. Alors ces fausses membranes, c'est elles, quand elles prennent de l'ampleur, c'est elles qui envahissent l'arrière-gorge et empêchent le malade de respirer. Il y a une complication que l'on ne voit plus du tout, c'est le croup. Franchement, ont eu de la chance, ceux qui l'ont vu. Nous, on n'en a pas vu du tout. C'est qu'on ne met jamais le malade allongé pour l'examiner. Il est toujours assis quand on évalue l'état de ces fausses membranes. Elles ont des caractéristiques, elles sont incoercibles, rapidement détachables, elles sont blanchâtres au départ et quand elles prennent un aspect hémorragique, grisâtre, donc c'est une forme gravissime.
Voilà. Alors pour le paludisme, encore une dernière question. Est-ce qu'on peut être immunisé pour les personnes, pour les populations autochtones, par exemple? Là, on parle d'épidémies cycliques ou saisonnières. Est-ce qu'on peut, pour une personne qui a déjà contracté, par exemple, une préimmunition. C'est ça. La préimmunition, c'est pour les gens qui vivent dans la région d'endémie. Ils sont protégés. Mais quand ils sortent de leur région, ils vont développer. Et ça, on fait beaucoup attention, nous, avec les étudiants qui nous viennent de pays africains. D'accord. Voilà. Là, il faut vraiment faire attention. Donc là, on demande, vous êtes parti quand chez vous? Quand êtes-vous rentré pour les vacances? Ou quand êtes-vous revenu? Et là, on sait, ils nous font une forme de réinfection. C'est-à-dire que ce n'est pas une immunité permanente. Hein, non. Quand ils sortent de la région, il y a ce risque. Oui. Il faut juste savoir quelque chose qui est très important de dire. Je suis infectiologue. Nous sommes dans une ère où nous sommes confrontés à une réémergence de beaucoup de pathologies qui autrefois avaient un aspect bien typique. Oui. Maintenant, avec l'évolution du temps, c'est un nouveau faciès, c'est un nouveau tableau auquel nous sommes confrontés. D'où il est intéressant de toujours lire, de savoir les différents. Et là, c'est ce qu'on appelle, nous, les formes atypiques. Et c'est l'ère vraiment de la reprise de beaucoup de maladies qui sont en train de revenir. D'accord, donc c'est plus compliqué parce que les symptômes ne sont pas forcément spécifiques, c'est ça en gros. Mais il y a des maîtres symptômes, et la diphtérie, c'est les fausses membranes. Il n'y a pas de diphtérie sans fausse membrane, sauf il y a un diagnostic différentiel avec d'autres angines qui peuvent avoir des membranes, c'est-à-dire... surtout qu'il n'est pas vacciné. Ah oui, ça c'est le plus important, madame. Et c'est ça. C'est le plus important. Il n'a pas reçu ses 3 doses. Il n'a pas reçu ses doses. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on dit que toute personne qui revient d'une zone endémique, quand elle présente de la fièvre, elle doit consulter obligatoirement de la fièvre ou des troubles, des embarras gastriques. Elle doit consulter. Et on doit faire le diagnostic. Une fois éliminé, on est tranquille, mais sinon l'examen est simple. C'est une goutte épaisse et un frottis. C'est dans l'immédiat, on a une interprétation. Le diagnostic est simple. Et simple, voilà. Alors, on a vu un peu dans le reportage tout à l'heure tous les médicaments, j'ai envie de dire tout l'arsenal thérapeutique qui a été envoyé pour ces populations. Est-ce qu'on peut rappeler comment on traite ces maladies finalement? Alors une fois qu'on est, alors idéalement c'est la prévention, mais si on n'est pas vacciné, si on a contracté le paludisme, c'est simple à traiter finalement ou pas? Oui, de toute façon nous avons, ils sont mieux placés pour parler de la prise en charge. Oui. Moi, j'ai envie de dire seulement que nous avons envoyé une quantité de médicaments, mais on continue. Donc, il y a l'envoi régulier de médicaments et de vaccins. Ça, c'était des quantités supplémentaires. Voilà, c'est qu'on continue à envoyer. Jusqu'à présent, on continue à envoyer. Bien sûr, parce qu'on pouvait... On connaissait pas quel est le flux l'ampleur de la situation. Et tous les besoins, en fait. Les besoins aussi. Oui. Et donc là, on suit la situation et on la suit dans tout. Je veux dire, aussi bien pour le renforcement en personnel qu'en médicaments, qu'en vaccins. Maintenant, par rapport à la prise en charge, elle est connue par rapport au paludisme. Les personnes qui sont sur place, donc on a un algorithme, donc ils savent très bien, pour un paludisme simple, c'est un médicament qu'ils peuvent prendre par voie orale, mais dès qu'il y a une suspicion ou il y a des signes qui sont un peu qu'on a peur que ça va s'aggraver, à ce moment-là, la personne elle est hospitalisée, elle est prise en charge par voie parentérale. Donc, je veux dire ça dans d'autres wilayas ou ici, si on a un cas de paludisme, il est d'office hospitalisé. Mais quand on a une épidémie comme ce qu'on est en train de faire, donc on essaye de prendre les premières heures, donc de les prendre en charge, et après, on va leur demander de revenir parce qu'il y a un suivi aussi parasitologique. Mais il y a aussi, et pour les cas qui sont chez toutes les femmes enceintes, les enfants qui sont moins de 5 ans, ils sont hospitalisés, quel que soit leur état. Même si c'est un paludisme. C'est un antipaludéen, c'est ça le traitement? Oui, c'est un antipaludéen qui est disponible chez nous. Nous avons différentes présentations. Nous avons toutes les molécules, aussi bien pour la prise en charge dans l'immédiat que pour les chimioprophylaxies. Pour cela, il n'y a aucun souci. On n'a pas peur des résistances, parce qu'on parle aujourd'hui aussi des formes résistantes. Alors, la résistance, on est dans un pays où ça n'a pas été déclaré. Les résistances, on les voit dans les pays où il y a une forte endémicité, où il n'y a pas de disponibilité. Il a eu le traitement pour un jour, puis il y a eu un arrêt. Chez nous, nous obligeons les malades
qui ça soit, la durée de traitement doit être prise. Il faut qu'il y ait l'observance. Voilà. D'accord. D'autant plus qu'il faut dire que ce n'est pas pour ces médicaments qui a été où on parle de résistance, c'est beaucoup plus par rapport à la chloroquine. Pour les, oui, il y a des zones qui sont, comme vous l'avez bien expliqué, donc là il n'y a pas de risque du moins. Par contre, le risque c'est pour la lutte antivectorielle, donc par rapport à la Delta. Pour nous, jusqu'à présent, nous ne l'utilisons pas, donc n'utilisons pas beaucoup. Nous n'avons pas de résistance pour le moment, mais voilà. Donc en Suisse, parce que ça fait partie aussi de nos procédures de suivre s'il y a une résistance ou pas. D'accord. Alors pour la diphtérie, les traitements, c'est de l'antibiothérapie, c'est quoi? Antibiotiques et sérum antidiphtérique. C'est les deux armes thérapeutiques qu'il faut faire, qui n'ont pas la même action. Le sérum, c'est tout de suite pour bloquer les toxines qui ne sont pas dans les tissus, et c'est pour ça que le retard diagnostique va occasionner des décès, parce qu'une fois que c'est dans le tissu, c'est trop tard. Il n'y a aucune arme. Et l'antibiotique qui est donné en pénicilline, ampicilline ou un macrolide, peu importe selon la forme, l'âge, la présentation, voie orale, voie injectable. S'il peut avaler, il faut respecter la voie naturelle. S'il ne peut pas, c'est par voie parentérale. C'est pour justement diminuer la contagiosité dans le site qui est ici, qui est à l'origine, pour que la personne en 48 heures elle est moins contagieuse et diminuer le nombre de bactéries qui peuvent aussi aller plus loin. Oui. J'allais vous dire justement, est-ce que l'effet des médicaments est visible très rapidement? Oui. C'est-à-dire une fois que la personne est sous traitement, elle est sur pied en combien de temps? Ça dépendra. Ça dépendra parce que du moment auquel il est arrivé pour sa prise en charge. Tout à l'heure, je vous ai bien dit, des malades hospitalisés peuvent faire des complications. Elle est très sournoise comme maladie, c'est pour ça qu'il faut la prendre en charge précocement, surtout s'il n'y a pas eu de bonne couverture vaccinale. Et dans l'instruction, on a bien mis hospitalisation 21 jours. C'est inscrit. Comme la les médecins, ils sont à l'aise. Oui. Ils sont à l'aise. Comme ça, on sort du risque. Après, c'est dépendant du nombre. Et la convalescence, elle est longue. On est pratiquement à la fin de cette émission. On rappelle les règles d'or. La prévention reste toujours plus importante. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Alors, la prévention du paludisme repose sur quoi essentiellement? Alors la meilleure prévention, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'individuel et la collective. L'individuel, c'est des mesures bien précises. C'est un port d'un habit que déjà les gens au sud, des habits longs, clairs, de préférence, pour qu'on voit s'il y a des moustiques qui sont dessus. C'est une couverture totale. Ne pas sortir la nuit. Éviter toutes les zones où il y a des retenues, où il y a des eaux stagnantes, bien sûr. Et protégé par des moustiquaires, imprégné d'insecticides ou pas? Tout risque de pénétration. Alors tout à l'heure, pour les insecticides, nous en avons parlé, ça faisait partie d'un truc. Dans les pays à haut risque, c'est fait. Chez nous, le meilleur truc qu'on utilise, et c'est fait pour les enfants, parce que la plupart, ce ne sont pas, c'est des migrants, on utilise des moustiquaires sur l'enfant pour protéger l'enfant. Les plus à risque, c'est les enfants. La lutte antivectorielle. Et la lutte antivectorielle, donc nous avons parlé du Gambousia, c'est bien, donc qui est produit, qui est disponible chez nous. Voilà. Il y a la lutte aussi, la lutte chimique, donc, l'utilisation. Parce que là, quand on parle du Gambousia, c'est pour les retenues, là où il y a retenues, parce qu'on sait très bien que ces populations utilisent cette eau. Ils peuvent, donc d'essayer qu'il n'y ait pas de risque, qu'il n'y ait pas d'impact sur leur santé ou la santé des animaux. Donc, on peut toujours ensemencer les Gambousia, mais il y a l'assèchement, il y a aussi la lutte chimique qu'il faut le faire quand il faut. Et là, par rapport à la deltamétrie, justement, où on n'a pas, pour le moment, nous n'avons l'étude qui a été menée, n'a pas montré de résistance chez nous. D'accord. Alors pour la diphtérie, on en parle depuis tout à l'heure, professeur Smati, se faire vacciner. Et la chimioprophylaxie, oui, la chimioprophylaxie. Pour les gens qui seront d'ailleurs. Oui, parce qu'ils ont tendance à l'oublier et c'est ça qui souvent nous crée des petits soucis. D'accord. Voilà. Pour la diphtérie, alors on a dit la vaccination. On rappelle l'importance de la vaccination et puis aussi même pour les adultes qui n'ont pas fait leur rappel, parce qu'il est essentiel de le faire aujourd'hui. Vous disiez quel enseignement tirer? C'est ça la pédagogie, c'est de dire voilà, regardez, on a vacciné, en 2007 il n'y a plus de cas du tout en Algérie, et je voudrais quand même qu'on évoque à la fin de cette émission
séance-là le rôle des laboratoires. Et nous avons de très bons microbiologistes, bactériologistes, parasitologues, virologues en Algérie qui nous aident un petit peu à savoir qu'il n'y a pas de résistance dans les parasites et les bactéries qu'on a ou qu'on les a, qui savent identifier, qui nous disent quelle forme c'est. C'est le rôle important. Ils ne sont pas là, mais ils sont quand même là parce que quand on parle de tout ça, c'est grâce à eux. Et en matière de diphtérie, il faut prendre qu'on n'avait pas de cas. Dernier cas 2007, réapparition 2019, si on est resté 12 ans sans cas, eh ben on va le corréler à la couverture vaccinale qu'on avait. Parce qu'on avait une très bonne couverture vaccinale qui était dans les objectifs. Et l'Algérie a toujours été très exigeante. L'OMS dit que 90% c'est bien, l'Algérie demandait 95%. Et nous étions, on a des chiffres depuis les années 80, très 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 solides. Chiffres, avec de bonnes statistiques, on était largement au-dessus de 90%, pas de cas. Baisse de la couverture vaccinale à partir de 2019. Covid est venu donner vraiment un coup important à cette baisse. Réapparition de ces maladies à prévention vaccinale. Donc, pour montrer que c'est efficace, eh ben, on utilise ce qui s'est passé. Quand on était bon, on n'avait pas de cas. On a baissé la vigilance, ça a repris. Tant qu'une maladie n'est pas éradiquée, respecter le calendrier de vaccination. Et on a un calendrier en fonction de l'âge. Eh ben, on sait s'il doit avoir 3 doses et c'est 3 doses, si c'est 4 doses, c'est 4 doses, etc. Et donc s'aligner sur le calendrier et les formes et les combinaisons vaccinales. On a pour l'instant pour la diphtérie, l'hexavalent pour le tout petit, on a le tétravalent qu'on fait jusqu'à l'âge de 7 ans et on a le DT adulte à partir de l'âge de 7 ans et tout le reste de la vie. Donc on a les formulations vaccinales pour faire en sorte que cette maladie disparaisse, c'est notre vœu le plus cher. Et à partir de 18 ans, ne pas oublier tous les 10 ans, refaire sa vaccination. Ça, je pense que très peu de gens le font, justement. Ça, c'est très important à rappeler. Alors, quel impact peut avoir, justement, ce type d'épidémie sporadique ou saisonnière sur les acquis qu'on a pu avoir, justement, grâce à la vaccination? Est-ce qu'il y a un impact ou pas, finalement? Est-ce qu'il y a un retentissement? C'est-à-dire? Est-ce que c'est à éviter? Par exemple, il faut absolument éviter qu'il y ait des épidémies parce que cela peut avoir un impact justement sur les acquis. Pour une maladie qui est à prévention vaccinale, il faut éviter les épidémies. Il faut tirer les leçons de cette épidémie. La bactérie est là ou le virus est là, si on parle de la rougeole par exemple, etc., qui est une autre maladie qui est vraiment encore plus contagieuse que la diphtérie. Et quand il y a un cas, il faut vraiment craindre tout ça. Une autre tueuse, rappelons-le aussi. La première tueuse, transmission aérienne également. Donc il faut dire qu'il faut respecter le calendrier de vaccination. Quelle leçon tirer? Elle est là, la leçon. Il y a des morts. Et chaque mort est le reflet justement de cette baisse. Professeur Achour, vous vouliez rajouter quelque chose? C'était la vaccination, il ne faut pas oublier, il faut toujours se vacciner. C'est très important, bien sûr, c'est très important à dire. Une dernière question pour terminer avec vous, docteur Hamadi. Nous en parlions tout à l'heure avant l'enregistrement de cette émission. Alors pour les personnes qui veulent voyager vers le sud, on est en plein saison justement de voyage vers le sud du pays. Ceux qui voudront se déplacer vers Tamarasset ou même plus loin, peut-être dans les régions limitrophes, est-ce qu'il y a lieu de prendre par exemple une prophylaxie ou pas? Mais écoutez, aller à Tamarasset, la situation est stable, habituelle, comme on a l'habitude de faire, on se déplace. Donc on n'a pas prouvé qu'il y a une transmission locale, qu'il y a la nouvelle pour pouvoir dire. Donc il n'y a pas de... Maintenant, par mesure préventive, je dirais, pour les personnes qui se déplacent dans vraiment les frontières, et on sait très bien qu'on est la tentation, donc on est plus en contact avec des personnes qui sont aussi porteuses du parasite. Donc là, oui, je dirais que pour des personnes, primo, on dit qu'il ne faut pas, si vous n'avez pas vraiment à faire là-bas, c'est pas le moment de voyager ou de passer des vacances là-bas. Mais maintenant, si c'est pour le travail, s'il y a une obligation de se rendre là-bas ou pour un personnel qui vient appuyer les personnes sur place, pourquoi pas prendre ces précautions, primo individuelles, et pourquoi pas ne pas prendre une chimioprophylaxie.
déjà, psychologiquement, je pense que ça aide. Parce que les gens, ils peuvent, s'ils n'ont pas connu le palu quand il était au nord, hein, parce que quand même, on a éliminé le nord et puis le sud. Et je pense que c'est bien qu'ils prennent la chimio. Oui, il faut rappeler quand même que le paludisme reste une maladie malheureusement en extension dans le monde. On parle aujourd'hui encore de 250 millions qui sont affectés par an avec quelque chose comme 600 000 décès. Donc l'Algérie n'est pas un cas Elle fait partie des 3 maladies absolument isolées. Le front d'action de L'Algérie l'OMS fait partie des pays qui ont éliminé la transmission locale. Absolument. Donc ça vaut la peine de le rappeler encore et de se dire qu'on a fait beaucoup d'efforts. Donc il faut vraiment consolider les acquis et maintenant rester vigilant, bien sûr, et maintenir cet acquis, cette certification par l'Organisation mondiale de la santé. On va y arriver. C'est-à-dire que je pense avec beaucoup de pays, ils sont en voie d'élimination. Donc il y a il y a une amélioration sur cet aspect, mais l'Algérie, on ne peut pas dire qu'on fait pas exception, non. Les conditions s'y prêtent, c'est vrai. La vigilance doit être de mise. Et voilà, donc il faut avoir tous les moyens pour y faire face et surtout lutter contre le paludisme d'importation qui peut, je dirais que ce n'est pas, il ne va pas prendre tout le pays, mais il y a des zones qui sont à risque. Il faut quand même rester vigilant, rester vigilant, se faire vacciner encore une fois, rappelons-le, pour les maladies. Pour la diphtérie, parce qu'il y a une confusion. Les gens ils pensaient qu'il y a une... Non, je pense qu'on l'a bien expliqué. Parce que là, les fake news, je vous assure, il y a eu beaucoup il y a eu une incompréhension et les gens pensaient qu'il fallait se faire vacciner pour le paludisme. D'accord. Non, se faire vacciner pour la diphtérie, rappelons-le, et puis rester vigilant et préserver nos acquis, puisque l'Algérie a été déclarée exempte du paludisme par l'OMS. Merci mesdames d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous posez à ce sujet. Cette émission donc est terminée. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir.